Ça me fait grand plaisir de vous laisser entre les mains d'Olivier Bicard, qui va nous parler de dégénérescence de métrique de Kähler-Einstein conique. Alors, Olivier. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous voir tous là, à distance. Alors, ça fera encore plus plaisir quand je pourrai venir en personne à Montréal, aussi vite que possible, je l'espère. Donc, je vais parler aujourd'hui de dégénérescence de métrique de Kähler-Einstein conique. C'est un travail en commun avec Henri Guénancia. L'article devrait être posté très rapidement là, sur Archive. C'est un travail qui est en cours qui est fini, qui est en cours de rédaction. Alors, donc, d'où est-ce que ça vient? De manière un peu surprenante, je vais commencer par de la géométrie réelle. C'est une question que m'a posée il y a déjà beaucoup d'années Misha Kapovic. Il y a une construction célèbre de géométrie hyperbolique qui est que si vous prenez une variété hyperbolique de dimension 3 avec des cusps, alors vous pouvez faire de la chirurgie de Den sur les cusps et approximer votre variété de dimension 3 par des variétés de dimension 3 qui sont compactes et hyperboliques. Et ça, c'est Thurston qui avait fait ça en dimension 3. Et ça a été généralisé en dimension plus grande que 3 par Anderson. Sauf qu'en dimension plus grande que 3, même si vous partez d'une variété hyperbolique, vous ne pouvez plus espérer approximer par des variétés hyperboliques, vous approximez par des variétés qui sont d'Einstein. Voilà, donc ça correspond, si vous voulez, au dessin suivant. Quelque part, vous faites une chirurgie là sur ce cusp et vous coupez pour coller quelque chose qui est de plus en plus pointu et de plus en plus proche du cusp. Et donc la question que m'avait posée il y a longtemps Misha Kapovic, qu'est-ce qui se passe si à la place d'un cusp hyperbolique réel, on prend un cusp hyperbolique complexe? Alors le cusp hyperbolique réel, il faut savoir comment est faite cette chirurgie de Den. Vous prenez dans le tore la tranche ici, vous prenez des géodésiques de plus en plus grandes et on fait de la chirurgie de Den dessus. Donc vous remplissez ces géodésiques de plus en plus grandes par des disques. Voilà, et ça vous donne une suite de variétés ça vous donne un nombre infini de types de difféomorphismes. Elles ne sont pas difféomorphes les unes aux autres. Et la construction se fait sur ces variétés. Alors, si vous réfléchissez un petit peu à ce qu'on peut faire sur un cusp hyperbolique complexe, ça ne marche pas du tout. Parce que pour un cusp hyperbolique complexe, votre tranche, c'est une variété de Heisenberg. C'est-à-dire qu'il y a bien un groupe qui agit, et qui n'est plus un groupe abélien, qui est le groupe de Heisenberg. Donc vous avez une variété de Heisenberg qui est fibrée sur un tore de dimension, qui est fibré en cercle sur un tore. Et voilà, si vous réfléchissez un peu à la chirurgie de Den, vous apercevez vite que vous ne pouvez pas faire de chirurgie de Den sur des objets comme ça, parce que l'équivalent de la grande géodésique qu'on remplit, vous apercevez que assez vite que ça devrait forcément être dans le centre du groupe, et donc ça devrait être forcément la fibre ici, le cercle, qui est là. Et tout ce que vous pouvez faire, essentiellement, c'est prendre ce cercle et peut-être le parcourir de plus en plus. En fait, ce que ça suggère, voilà, c'est que peut-être ce qu'on va pouvoir produire, c'est une suite de variétés avec ce cercle qu'on va remplir par un disque, mais on va prendre peut-être des revêtements de plus en plus grands, enfin, on va le parcourir de plus en plus. Et en fait, ce qui se passe, et le résultat, c'est que à quoi on peut s'attendre finalement, c'est que
on peut peut-être approximer M comme limite d'une suite de revêtements de plus en plus grands, donc c'est-à-dire des MI modulo des groupes finis de plus en plus grands. Et donc les revêtements, c'est les MI. Et donc, en fait, ce que ça suggère, c'est que ça va vous donner une suite limite de métriques. Donc les MI vont être lisses. Les MI vont être lisses, mais à cause du quotient, ça va vous donner une singularité conique autour du tore. Donc une limite de métrique à singularité conique avec un angle que je vais noter ici dans cet exposé k fois 2pi, et k, c'est le paramètre qui tend vers 0. Voilà, donc ça, c'est un peu le point de départ. Donc, on va voir que ça marche, hein, on peut faire ça. Donc, quels sont les résultats qu'on a montrés? Donc, ça marche dans un cadre qui est un peu plus général, hein, que le cadre hyperbolique complexe. On peut prendre une variété symétrique, donc un domaine symétrique borné divisé par un réseau. Donc le résultat est prenez un réseau arithmétique, donc c'est un covolume fini. Le résultat est une variété localement symétrique à cusp. Alors, il y a une compactification bien connue, qui est la compactification toroïdale. Vous pouvez ajouter un diviseur à croisement normaux, simple. Et ce qu'on montre, c'est qu'on peut résoudre cette équation, c'est-à-dire que sur cette variété, sur cette compactification toroïdale, vous pouvez résoudre l'équation Keller-Einstein, y oméga égale moins oméga k, donc là on est à Ricci égale moins 1, avec une singularité sur le diviseur, donc 1 moins kd, ça veut dire essentiellement que vous avez un angle, une singularité conique d'angle 2πk sur le diviseur. Donc, on peut résoudre cette équation. Ça, c'est le théorème, c'est que quand l'angle tend vers 0, en fait, vous tendez vers la métrique localement symétrique sur la variété ouverte x. Et que ça tend, c'est infini, log sur la variété sur l'intérieur. Et ça sent, je devrais dire aussi, je fais pas, ah non, je ne peux pas le dire là. Bon, je dirai plus tard. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que si vous êtes dans le cadre hyperbolique complexe, que je mentionnais juste avant, à ce moment-là, on va voir qu'on peut dire beaucoup plus de choses sur la convergence. Alors, il y a un cas positif aussi qui est très intéressant. Si vous prenez un diviseur anticanonique dans une variété de Fano, alors c'est connu que pour au moins un cas petit, on peut résoudre l'équation Keller-Einstein avec singularité conique. Alors là, je vais fixer la classe de Keller dans la classe anticanonique. Et à ce moment-là, si vous voulez un angle de pi k, il faut résoudre Ricci égale k. Pour des raisons cohomologiques, on n'a pas le choix de l'équation. Donc ça, c'est connu qu'on peut résoudre pour k petit. Et ce qu'on a montré, c'est que quand l'angle devient petit, à nouveau, alors à un changement d'échelle près, qui est exactement k puissance moins 1 sur n, ça tend
à nouveau, c'est infini log vers la métrique de Tianyao sur la variété ouverte, qui est une métrique Ricci-Platt, dont je vais vous dire un peu plus dans un instant. Alors, ça répond à une question qui a été posée dans un article de Donaldson en 2012. Il y a aussi un article récent l'année dernière par Odaka qui pose plein de questions intéressantes sur qu'est-ce qui se passe justement quand vous êtes sur une variété sur une variété ouverte. Vous regardez les métriques Keller-Einstein et vous faites tendre l'angle vers 0. Et est-ce que vous pouvez converger vers une métrique Calabi-Yau? Dans quelles conditions? Il y a plein de conjectures intéressantes dans cet article. Alors, géométriquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, alors ça, cette équation, géométriquement, si vous voulez voir la limite riemannienne, cette équation, elle n'est pas très bonne parce que Ricci égale K, hein, donc par Bonnet-Mayer, ça veut dire que le diamètre peut devenir infini. Donc, il vaut mieux renormaliser pour que Ricci égale 1. Donc, vous regardez plutôt K oméga K chapeau. Comme ça, ça Ricci égale 1, donc le diamètre est borné. Et ça tend vers un intervalle. Donc, il y a effondrement. Ça tend vers un intervalle. Et si vous voulez, les deux extrémités de l'intervalle, il y a une extrémité qui correspond à l'endroit où vous avez votre singularité conique et l'autre extrémité qui correspond à avoir la métrique de Tianyao. C'est pour ça d'ailleurs que ça peut s'effondrer, hein, parce que si vous êtes à Ricci égale 1, dans le monde Fano, normalement vous ne vous effondrez pas, mais comme il y a une singularité conique avec un angle qui tend vers 0, ça peut s'effondrer. Voilà, alors, petit commentaire, hein, parce que c'est donc cette équation, évidemment, que j'ai écrite au-dessus, elle a été très étudiée. D'où est-ce que ça vient? Hein, ça vient essentiellement du programme qui avait été proposé par Donaldson pour résoudre le problème Keller-Einstein, hein, qu'il a résolu avec Chen et Sun. Donc, l'idée de Donaldson, c'était de partir de cette équation. Ce que disait Donaldson, c'est qu'il existe une équation à angle petit parce que, justement, quand K tend vers 0, ça devrait tendre vers Tianyao. C'était ça qu'il avait écrit, c'est ça sa question de 2012. Et ensuite, bon, tout le monde doit connaître sans doute cette grande réalisation qui a consisté à étudier cette équation et à au contraire faire tendre K vers 1 pour produire la métrique de Keller-Einstein. Alors finalement, l'idée de Donaldson de produire ces métriques à K petit à partir de Tianyao n'a pas été utilisée parce qu'il y a un argument dû à Berman qui permet, de type invariant alpha, qui permet de fournir l'existence d'une solution pour K petit. Mais la question de savoir quel est le comportement de ces métriques pour K tend vers 0 rester ouverte. Voilà, donc ça c'est le premier commentaire que je voudrais faire. Le deuxième commentaire, c'est qu'il y a maintenant un certain nombre de situations dans lesquelles des effondrements de métriques kählériennes ont été étudiés. Alors c'est essentiellement des métriques Ricci-Platt. Il y a plein de travaux dans le cadre des surfaces K3. Donc, je vais vous mettre quelques noms, mais je vais sûrement en oublier. Hein, mais il y a déjà le vieux travail de Gans-Wilson, il y a eu Foscolo, et récemment, justement, la convergence vers un intervalle, un travail de Hein, Sun, Viaklowski-Zhang. Et en dimension plus grande, je crois qu'il y a aussi un travail assez récent de Sun et Zhang où des effondrements qui ressemblent un peu à celui-là sont étudiés.
Bon, voilà pour le résumé des résultats. Alors, donc là, j'ai mentionné la métrique de Tianyao. Alors, juste rapidement, alors j'ai pensé à Yanir, donc je vous ai fait un transparent Tianyao pour les nuls. Qu'est-ce que c'est que la métrique de Tianyao qui apparaît ici, hein, c'est donc, si vous prenez un diviseur anticanonique dans une variété de Fano, du coup, comme le diviseur est anticanonique, vous avez une forme holomorphe sur X qui a un pôle simple sur D, puis j'aurais dû dire qu'il ne s'annule pas sur le restant de X. Et donc, vous pouvez essayer de résoudre cette équation, chercher une forme de Kähler à puissance n qui fait cette oméga extérieur oméga bar, la forme volume qui vient de cette forme holomorphe. Alors évidemment, une telle métrique est forcément Ricci-Platt. Et ce que Tian et Yao ont montré il y a déjà bien longtemps, c'est qu'il existe une telle métrique avec là, je ne vous ai pas écrit le potentiel ici. Je ne vous ai pas écrit le potentiel. Bon, il y a un potentiel qui est un potentiel qui est en... Si vous prenez Z une coordonnée transverse au diviseur, c'est en moins log Z2 puissance 1 plus 1 sur n, le potentiel. Donc, il y a une métrique Ricci-Platt qui satisfait cette équation avec un potentiel dans l'asymptotique en moins log Z2 puissance 1 plus 1 sur n. Alors, quand vous calculez les asymptotiques de cette métrique, vous voyez que c'est une métrique qui est assez dégénérée, parce qu'elle est en dr2 plus r puissance moins 2 n-1 sur n plus 1 état carré. Donc, état carré, c'est la forme de connexion sur le fibré normal en cercle. Donc, c'est une forme qui ressemble à dθ autour sur chaque cercle autour du diviseur. Puis r puissance 2 sur n plus 1 fois la métrique sur le diviseur. Donc, c'est assez dégénéré, puisque vous voyez que les directions de cercle sont écrasées à l'infini, et que les directions du diviseur, elles croissent très lentement. R puissance 2 sur n plus 1, c'est plus lent que R carré, qui serait la croissance conique. D'accord, donc c'est quelque chose qui est assez dégénéré. Le cône asymptotique à l'infini, du coup, il est de dimension 1, c'est juste une demi-droite réelle. Et tout croît très lentement. Donc, par exemple, le volume, il croît seulement en R puissance n-1 sur n plus 1, c'est-à-dire que la croissance du volume est en moins que R, c'est sous-linéaire. Olivier? Oui. Je pense que c'est au moins linéaire, non, la croissance du volume. Il me semble qu'il y a un théorème de Yao qui dit ça pour les Ricci-Platt complètes. Le volume est au moins linéaire. Oui. J'ai peut-être. Parce qu'il y a c'est peut-être que j'ai peut-être une coquille dans mon exposant là. Je pense que c'est 1 plus 1 sur n, quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas très important. Mais... Je suis pas sûr. Bon, ouais, alors on va. Désolé. Peut-être que cet exposant est faux. En tout cas, ça ne croît pas très vite. Et la courbure sectionnelle, elle décroît aussi assez lentement. Bon, voilà pour la métrique de Tianyao. Alors, donc rentrons un peu plus dans les détails. Donc, comment ça marche? Alors, je voudrais aussi mentionner le résultat suivant. Si vous prenez, je prends toujours un diviseur, donc je devrais dire qu'il est lisse, dans une variété compacte, x bar, telle que K plus D
soit ample. Alors, c'est un résultat de Henri Guinancia que dans ce cas-là, si K plus D est ample, vous avez une métrique Keller-Einstein, donc Ricci négative de type point carré sur X, donc en dehors du diviseur, et que cette métrique est la limite de métrique Keller-Einstein à singularité conique autour du diviseur avec un angle qui tend vers 0. Alors, les exemples qui nous occupent, ce sont des exemples où on n'a plus cette condition que K plus D est ample. On a quelque chose qui est plus faible. Donc, on ne va pas tendre vers la métrique de point carré, on va tendre vers quelque chose qui est plus dégénéré. Donc, le premier cas qu'on regarde, hein, c'est le cas d'un domaine symétrique. Alors, il y a une compactification bien connue de Bailey-Borel qui dit que ces quotients peuvent être compactifiés. Il y a une compactification, disons, minimale qui est singulière. Et puis, par ailleurs, il y a une compactification qui est dite toroïdale, disons X bar, qui est lisse. Et X bar moins X est un diviseur à croisement normaux. Donc, la relation entre les deux, hein, puisque cette compactification est minimale, bien sûr, vous avez une flèche qui va de X bar vers la compactification minimale, pi. Voilà. Et donc, la relation entre les deux, c'est que K plus D, ici Kx bar plus D, c'est le tir en arrière du canonique de la compactification minimale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est plus ample, qui est certainement semi-ample, mais qui n'est plus ample, donc on n'est plus dans le cas précédent. Voilà. Donc, néanmoins, on peut quand même essentiellement montrer le même type de résultat. On a la métrique Keller-Einstein symétrique, localement symétrique sur X, et on peut montrer que les métriques oméga k singularité conique qui existent tendent, quand k tend vers 0, vers la métrique symétrique, et ça tend donc sur X bar comme courant, et sur X, ça tend de manière assez infinie localement. Voilà, donc ça se fait essentiellement avec la théorie du pluripotentiel. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce cas-là. Alors, le variante de ce cas-là, c'est le cas hyperbolique complexe. Et on peut décrire de manière très précise les compactifications. Donc, on peut compactifier chaque cusp en rajoutant juste un diviseur. Donc, c'est la compactification toroïdale que je décris là. On peut rajouter juste un diviseur qui est une variété abélienne, dont le fibré normal est négatif. Et il y a un modèle exact pour la métrique hyperbolique complexe près du diviseur. À savoir que, alors, j'ai un L qui n'est pas défini, c'est mon L, c'est le fibré normal, qui est négatif, donc L-1 est positif. Donc, vous prenez une métrique sur votre fibré normal de sorte que la courbure, ce soit une métrique plate sur le diviseur. Vous prenez log de la norme dans la fibre du fibré normal, vous appelez ça T, et il y a une formule explicite, à savoir qu'il y a un potentiel de la métrique hyperbolique complexe qui est en log, et vous pouvez écrire explicitement la métrique comme xi extérieur xi bar sur dt2. Alors si vous pensez, donc xi c'est dz sur z dans chaque fibre,
c'est un demi de dt plus iêta. Donc, si vous pensez en termes de coordonnées un peu transverses, ça, c'est i dz extérieur dz bar sur z2 log z2 carré. Et ça, c'est la métrique sur le diviseur sur moins log z carré. Voilà, c'est une forme standard pour les cusps hyperboliques complexes. Alors, dans le cas positif, vous avez un diviseur au quantique canonique. Dans une vérité Fano, ça vous dit que cette fois-ci, le fibré normal, il est positif. Mais en revanche, comme pour le tore précédemment, le fibré canonique du diviseur est nul, c'est-à-dire que vous avez aussi une métrique Ricci plate sur le diviseur. Dans les deux cas, hein, vous avez une métrique plate sur le diviseur. Ricci plate, pardon, sur le diviseur. Et donc, on va considérer par rapport à la métrique qui était considérée là par Donaldson, qui était oméga k chapeau, on regarde k oméga k chapeau, qui est donc à Ricci égale 1. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est que voilà, je vous ai montré ces deux cas parce qu'en fait, je vais les traiter simultanément. Ce sont deux cas qui sont extrêmement similaires. Donc, dans les deux cas, on va avoir un comportement qu'on peut décrire de manière précise des métriques à singularité conique. Donc, on peut à quasi-osiométrie, par exemple, avec une constante qui est envers 1, on va pouvoir décrire exactement ce qui se passe. Et dans les deux cas, c'est basé sur le même modèle, hein, qui est fourni par quelque chose de très classique, qui est l'Ansatz de Calabi. Donc, l'Ansatz de Calabi, c'était... ça remonte à la fin des années 70. Donc, dans le cas qui nous occupe, on est au-dessus d'une variété D qui est à Ricci plate, et on est sur un fibré. Donc, j'écris L, mais je pense très fort que c'est le fibré normal, hein, dans la variété dans laquelle je me trouve. On est sur un fibré qui est ou bien positif ou bien négatif. Alors, j'introduis un sigma qui est plus ou moins 1, suivant qu'on est dans le cas positif ou dans le cas négatif. Et donc, j'ai une courbure qui fait plus la forme de Kähler du diviseur ou moins la forme de Kähler du diviseur, suivant si on est positif ou négatif. Ouais, puisque vous vous rappelez, le fibré normal, il est positif dans le cas Fano, il est négatif dans le cas hyperbolique complexe. Voilà. Et puis, comme modèle près du diviseur, donc on cherche un modèle sur le fibré normal, et du coup, on cherche un modèle, c'est ce que faisait Calabi, qui a écrit déjà toutes ces équations. On cherche un modèle avec un potentiel qui ne dépend que de t, c'est-à-dire, rappelez, t, c'est moins log z2 dans le z, la coordonnée dans la fibre. Et donc, on cherche une telle forme de Kähler avec Ricci qui est égale à plus ou moins 1, suivant la valeur de sigma, et avec angle k fois 2pi autour de t. Donc t, c'est le log, je vais peut-être le réécrire. Dans chaque fibre, c'est log z2, donc c'est une variable qui est négative, qui est entre moins l'infini et 0, disons. Et donc, quand vous écrivez, alors c'est très facile à écrire, quand vous écrivez IDD bar phi dans ce genre de formalisme, c'est très facile d'écrire la forme de Kähler. Vous avez la partie le long des fibres qui est en
qui fait intervenir la dérivée seconde de la fonction, pi seconde t dt extérieur état. Donc dt extérieur état, c'est essentiellement dz extérieur dz bar sur z2. Et il y a une partie qui fait intervenir la dérivée première et qui est sur le diviseur. Alors, quand on écrit les équations, ça donne des équations évidemment différentielles ordinaires que j'ai écrites là. Phi prime puissance n-1 phi seconde égale constante exponentielle plus ou moins phi k. Donc, c'est l'équation Keller-Einstein dans ce cadre. Et puis, vous voulez une certaine asymptotique. Le phi t, alors ça c'est moins sigma k t, t, hein, vous vous rappelez que c'est log z2, donc ça vous donne en fait la classe de cohomologie de la, c'est fixé par la classe de cohomologie de la forme sur le diviseur, ça fixe la cohomologie, bon, vous avez une constante, et ça, le exponentiel kt, hein, donc qui est, c'est en fait c'est z puissance de k, ça vous donne la singularité conique le long du diviseur. Et donc, si vous regardez ces équations, vous voyez tout de suite qu'il y a une invariance par homothétie par rapport à la variable t. Hein, moralement, ça correspond à faire z donne z puissance k dans les fibres du fibre normal pour passer à une singularité d'angle k fois 2pi. Mais ça, on ne peut pas le faire sur la variable complexe, mais on peut le faire, bien sûr, sur le rayon. Et donc, vous apercevez que si vous avez une solution, phi1, vous générez des solutions pour tout cas, juste en prenant phi1 de kt. Et bien sûr, on peut toujours ajouter une constante. Et donc, en termes, si vous écrivez phi k de cette manière-là, je reporte dans la formule pour la forme de Keller. Ben, quand vous prenez les dérivés, vous avez des facteurs k qui sortent, bien entendu. Donc, sur le diviseur, vous avez k fois phi1' de kt θ, et vous avez un k carré qui sort dans le terme transverse. Donc, près du diviseur, le diviseur, c'est t donne moins l'infini. Vous obtenez, ça c'est le modèle standard de métrique de la singularité conique, hein, transverse, le long des disques, et puis vous obtenez un diviseur qui est multiplié par k. Donc un diviseur qui est de plus en plus petit. Et ça va être une géométrie qui ne dépend pas du signe, hein, qui ne dépend pas du fait qu'on ait pris sigma égale plus ou moins 1. Donc, vous avez... Mais qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je n'ai pas dit qu'on peut résoudre ces équations. Ces équations, on peut les résoudre essentiellement, explicitement, modulo une primitive. Donc, c'est très simple. Vous avez un modèle qui est quasiment explicite. Vous résoudez ces équations. Ça vous donne exactement un modèle près du diviseur qui est exactement ce qu'il faut. Et alors, où intervient la métrique du cusp ou la métrique de Tian-Yao? C'est quand on regarde l'asymptotique, parce que vous êtes en train de regarder phi k de t qui est phi1 de kt plus constante, et vous êtes en train de regarder k tend vers 0. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder le phi1, mais en 0. Donc tout dépend du développement de phi1 en 0. Donc, en 0, on calcule très facilement ce développement. Donc dans le cas négatif, on trouve le développement pour phi1, on trouve moins n plus 1 log moins t, plus un certain nombre d'autres termes. Et donc quand vous reportez la phi k, donc quand vous faites log de moins kt, vous avez un terme embêtant qui diverge en n plus 1 log k que vous pouvez supprimer, c'est une constante. Et du coup, ça tend vers moins n plus 1 log moins t. Autrement dit, vous avez au-dessus de potentiel, modèle, phi k de t, qui tendent vers le potentiel du cusp hyperbolique complexe. Donc cette suite de métriques qu'on définit avec l'ansatz de Calabi, dans le cas négatif, surtout compact, ça converge vers le cusp hyperbolique complexe. Et au contraire, dans le cas positif,
Donc, c'est facile de voir que phi1 étant t puissance 1 plus 1 sur n. Et donc, quand vous prenez cette suite de potentiel qui est en phi1 de kt, vous voyez que ça fait du k puissance 1 plus 1 sur n fois du t puissance 1 plus 1 sur n. Or, ça, t puissance 1 plus 1 sur n, c'est l'asymptotique de la métrique de Tian-Yao. C'est le potentiel que j'ai écrit tout à l'heure, enfin, moins log z2 puissance 1 plus 1 sur n. Modulo, évidemment, ce facteur de renormalisation. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce que j'ai écrit tout à l'heure, k puissance moins 1 sur n fois oméga k. Vous voyez que ça va tendre vers Tian-Yao. Et on le voit déjà sur ce modèle, sur le fibré normal, parce que quand j'applique ça sur le fibré normal, je tends vers l'asymptotique de Tian-Yao, justement donné sur le fibré normal. Voilà, donc on a des modèles qui sont parfaits, qui donnent exactement ce qu'il faut. Voilà, ça nous donne le dessin suivant. Donc, comment on va procéder? On a cette métrique modèle qui est définie sur le fibré normal, et puis ensuite, il faut prolonger ça à l'ensemble de la variété. Donc, on prend la métrique modèle jusqu'à un certain niveau, TK, qui va être, le TK va être de plus en plus grand dans les négatifs. Donc, on va être de plus en plus près du diviseur, là où on fait le recollement. Et on va prendre la métrique modèle jusqu'à TK, et on va recoller avec la métrique qu'on veut sur le reste de la variété. Donc, dans le cas négatif, je prends cette métrique qui vient de l'Ansatz de Calabi, ici sur cette partie, jusqu'à ce TK. Et alors, je sais que quand K est petit, par surtout compact, en particulier ici, ça va être très très proche de la métrique hyperbolique complexe, et je recolle avec la métrique hyperbolique complexe, la métrique de Berman, sur le reste de la variété. Et de la même manière, dans le cas positif, ici, je prends la métrique modèle de l'Ansatz de Calabi et je recolle sur le reste de la variété avec la métrique de Tian-Yao, puisque je suis très proche de k puissance 1 plus 1 sur n fois la métrique de Tian-Yao. Bon. Et ça me donne des modèles approchés de la métrique Kähler-Einstein conique que je veux construire. Et ces modèles approchés, ils ont exactement les propriétés qu'on veut. Ils sont ces modèles approchés. Vous voyez par exemple dans le cas positif ici, la géométrie, c'est je ne vous ai pas encore écrit la métrique, mais on va voir que la géométrie, c'est exactement de converger vers un intervalle, Gromov-Hausdorff, et que quand je change d'échelle avec ce facteur-là, je converge vers Tian-Yao. Donc ces modèles, ils donnent exactement la géométrie attendue. Alors ces modèles que je recolle, c'est plus ou moins facile. Dans le cas négatif, c'est plus facile parce que le voisinage du diviseur est vraiment isomorphe au fibré normal. Et donc le recollement est relativement simple. Dans le cas positif, c'est un peu plus compliqué. La variété près du diviseur n'est pas biolomorphe au fibré normal. Donc, ce qu'on recolle, c'est les potentiels, et il y a beaucoup d'erreurs à estimer, d'erreurs sur le potentiel, d'erreurs sur la structure complexe elle-même. Mais enfin, tout ça peut être fait. Bon. Alors, idée de preuve. Donc, on a un recollement qui donne une métrique modèle qui est proche d'être Kähler-Einstein, mais qu'on veut perturber un petit peu en une métrique Kähler-Einstein. Alors, le cas négatif, sauf que ces métriques modèles, on peut calculer leur courbure biolomorphe sectionnelle,
Et dans le cas négatif, le modèle il est à courbure biolomorphe sectionnelle bornée. Alors ça, pour tous les spécialistes de géométrie complexe, ils savent que si la courbure holomorphe sectionnelle est bornée, on a gagné, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer des principes de maximum avec des estimations type Chen-Lu, et on va arriver à montrer que la vraie métrique Keller-Einstein, elle est proche de la métrique modèle. Et donc avec ce genre de considération, je ne vais pas détailler, on arrive à montrer que la métrique Keller-Einstein, elle est quasi-isométrique à la métrique modèle, c'est-à-dire qu'elle est très proche, avec même une constante de quasi-isométrie qui tend vers 1, donc elle est C0 proche de la métrique modèle. Voilà, alors, dans le cas positif, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, la courbure n'est pas, en particulier la courbure n'est pas bornée, elle explose en K-1. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas de technique d'analyse complexe pluripotentielle qui va donner directement que la métrique voulue est proche de la métrique modèle. Donc, alors, je vous ai écrit ici, donc on a fait phi k de t égale phi 1 de kt. Donc, ce qui est naturel dans cette situation, c'est de prendre kt comme variable. En fait, on va voir du point de vue de la géométrie riemannienne de ces métriques, c'est la variable naturelle. Et ça vous donne une métrique qui est comme ça. C'est assez joli. Vous voyez, la dépendance en k, elle est entièrement dans ces coefficients ici, qui est k carré et k. Tout le reste, ça ne dépend pas de k. Donc, U, il est sur moins l'infini 0. Donc, vous voyez une métrique, vous voyez les directions du diviseur ici s'effondrent à vitesse k dans la métrique, donc les distances racines de k, c'est ce que j'ai écrit ici, et les directions de cercle s'effondrent 2 fois plus vite puisque j'ai ce coefficient k carré. Donc, vous avez l'intervalle qui est la variable U, avec les autres directions qui sont écrasées quand k tend vers 0. Donc, c'est ça qui vous montre que la limite géométrique, Gromov-Hausdorff, c'est un intervalle. Et la fibre, ici, c'est ce fibre en cercle au-dessus de D, que j'ai représenté ici, avec une fibre qui s'effondre 2 fois plus vite que la base. Comme c'est classique dans ce genre de problème d'effondrement. Mais la courbure explose, parce que, de toute façon, pour que la courbure n'explose pas, il faudrait que cette fibre soit une ligne variété, ce qui n'est pas du tout le cas ici, maintenant en général. D n'est pas d'aucune raison que D soit plat. Donc, c'est cette géométrie qu'il faut étudier avec les singularités coniques d'un côté, et de l'autre côté, vers U égale 0, on recolle cette métrique de Tignaro. Donc, on veut résoudre l'équation Keller-Einstein. Donc, on peut écrire de manière classique, de cette manière-là. Vous avez cette forme holomorphe, forme volume holomorphe, donc on peut écrire l'équation comme à Monge-Ampère, oméga puissance n sur oméga par log plus phi, le potentiel, égale constante. Dans la linéarisation, ici on est dans le cadre Fano, c'est Laplacien plus 2. Le Laplacien que je prends ici, c'est le Laplacien négatif. C'est celui qui a des valeurs propres négatives. Donc le plus 2, c'est le mauvais signe. Donc c'est classique, je ne vais pas détailler que dans ce genre de situation, où vous voulez déformer une presque solution en une solution. Et donc le problème essentiel, c'est construire une analyse
des espaces dans lesquels on contrôle bien cet opérateur, dans lequel surtout on contrôle son inverse. Et ah oui, alors pour parler de l'inverse, j'aurais quand même dû dire qu'il n'y a pas de noyau, ce qui n'est pas forcément. En général, sur une variété de Fano compacte, il peut y avoir un noyau qui vient du groupe d'automorphisme. Mais ici, il n'y a pas de noyau parce que là aussi, c'est classique dans cette situation. Le noyau, ça correspondrait à des champs de vecteurs holomorphes qui préservent le diviseur, et on sait que ça n'existe pas dans cette situation. On peut le voir d'ailleurs aussi avec la métrique de Tianyao. Voilà, donc le problème essentiel, c'est au fond de comprendre cet opérateur de manière uniforme par rapport à Taka pour cette suite de métriques GK qui s'effondre sur un intervalle, et en plus avec ses singularités coniques. Donc, les ingrédients de la démonstration. Bon, il y a des espaces de Lderapois, comme souvent dans ce genre de problème. Voilà, c'est des poids qui dépendent de U. Je vous ai fait un petit dessin avec le poids. On prend la valeur absolue de U à la puissance delta. Donc, on prend des poids qui sont polynomiaux, enfin dans l'échelle polynomiale par rapport à U. Et puis, il faut les prolonger, bien sûr, ensuite par ici, là. Les zéros, il faut les prolonger sur l'espace de Tianyao qu'on recolle. Alors, le deuxième ingrédient, c'est l'estimation de Schauder conique. Alors ça demande du travail parce que l'estimation de Schauder dans le cadre conique, bon, c'est que le premier qui a vraiment compris cette estimation, c'était Donaldson. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de preuves de cette estimation. Mais la nouveauté ici, c'est que pour arriver à faire marcher cette démonstration, il faut en plus contrôler les coefficients de l'estimation de manière uniforme par rapport à l'angle qui tend vers 0. Et donc ça, c'est assez technique. Hein. C'est un gros travail qui nécessite en fait, de redémontrer vraiment complètement l'estimation en faisant attention, en trouvant des méthodes qui font que c'est bien invariant, indépendant de l'angle conique. Donc, on fait ça pour un modèle, hein, bien sûr, qui est juste le cône, la singularité conique standard, croît un espace plat. Et ensuite, on peut transporter ça sur la variété. Voilà, donc ça, c'est un des ingrédients techniques un peu compliqués dans la démonstration. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau de la singularité conique. Sur le reste de la variété, on a effondrement. On a vu que la courbure étant mais que la courbure est en 1 sur K, ce qui veut dire qu'en multipliant la métrique par K-1, on est à courbure bornée. Donc, étant à courbure bornée, on peut contrôler localement la géométrie, disons. Donc, ça donne des estimations de Schauder locales, mais par rapport à une métrique qui est assez mauvaise, parce que vous avez multiplié par K-1, ce qui veut dire que les boules dans cette métrique, finalement, elles sont très, très petites. Elles sont, par rapport à la métrique initiale, elles sont de taille racine de K. En fait, il y a besoin de plus pour travailler. Et donc, on montre des estimations de Schauder que j'appelle semi-locales et qui sont vraiment dans des boules de taille 1, non pas pour cette métrique-là, mais pour la métrique GK qui sont celles qui est la métrique qu'on veut. Mais finalement, une fois qu'on a tous ces ingrédients, on obtient une borne sur l'inverse par un argument, les arguments un peu classiques d'éclatement, qu'on appelle blow-up. Donc, on se retrouve, une fois qu'on a bien posé le cadre de cette analyse, on se retrouve par un argument de contradiction à montrer qu'il n'y a pas de fonction dans le noyau dans toutes les limites possibles.
toutes les limites géométriques possibles de ces métriques. Une des limites, c'est Tianyao. Et avec le choix de poids qu'on a fait, on se retrouve avec des fonctions qui tendent vers 0 à l'infini, mais à cause du changement d'échelle, c'est plus Laplacien plus 2 qu'on a, c'est juste Laplacien. Et donc, il n'y a pas de noyau, c'est immédiat. Et sinon, on se retrouve avec d'autres limites, mais à cause de l'effondrement de la métrique, en fait, et des estimations de Schrödinger qui ont été montrées, on voit que les limites sont des fonctions qui ne dépendent plus que de la variable U. Parce que ça ne dépend plus des directions qui ont été effondrées. Et donc, dans les autres limites restantes, on se retrouve finalement à montrer l'inexistence de solutions d'équations différentielles ordinaires, ce qui est, au fond, relativement facile. Et donc, ça permet, finalement, de contrôler l'inverse de la linéarisation pour cette suite de métriques qui s'effondrent. Et à partir de là, c'est un argument relativement standard d'arriver à produire les métriques Keller-Einstein qui sont proches des métriques modèles. Voilà, donc ça conclut à peu près la démonstration. Je suis arrivé au bout de mon temps, donc là, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Claude? Oui, alors, on emploie constamment dans cette histoire des modèles locaux pour des modèles locaux pour les métriques. Et donc, c'est important que le diviseur soit lisse. Mais est-ce que c'est impossible a priori à faire quelque chose avec des diviseurs avec croisement transverse ou quelque chose? Bon, c'est une très bonne question. Alors, quand même, dans le cas négatif, le cas donc symétrique général, le diviseur peut être à croisement normaux. Alors, donc Henry, notamment, a beaucoup étudié ces métriques coniques en dehors de diviseurs à croisement normaux. Et donc, les techniques, disons, de pluripotentiel, elles arrivent à traiter ça. Mais ça donne que des convergences à un sens assez faible. On ne voit pas ce qui se passe vraiment au niveau du diviseur. Voilà. Alors, je pense que oui, c'est une question très intéressante de faire ça. Si au lieu que le diviseur soit lisse, est-ce qu'il a croisement normaux? Et est-ce qu'on a des bons modèles qu'on est capable d'analyser avec une analyse qui serait là beaucoup plus compliquée que celle-ci, bien entendu. Bon, non, je pense que c'est un problème très intéressant, mais là, pour le moment, on ne l'a pas traité. Ça ne me semble pas du tout facile à faire. D'accord. Vesti, tu as une question? J'aimerais savoir, est-ce que c'est raisonnable d'espérer un résultat de même esprit pour des métriques à courbure scalaire constante Poincaré, donc singularité cusp au lieu de... Tu veux dire que l'angle, quand l'angle tend vers 0, les métriques vont tendre vers Poincaré? Oh ben oui, alors ça j'y crois. J'y crois. Alors, je sais qu'Henri a fait le cas Keller-Einstein. Je suis sûr que ça marche dans le cadre CSCK. Ensuite, je ne crois pas que ça a été fait, en effet. Ben oui, parce que déjà l'existence, je crois, pour les angles petits, c'est déjà en général obstrué, mais maintenant avec Chen Chen, je crois que ça a été fait. Oui, il me semble que... De toute façon, en tout cas, si on applique ce genre de technique, dont je parle, je vous ai expliqué là, on n'a pas besoin de voir l'existence a priori. Parce qu'on montre, quelque part, pour arriver à montrer que c'est proche du modèle, on remontre l'existence. Donc on résout pour K petit l'équation.
D'accord. Donc, et moi, je crois que ce genre de technique, ça peut fonctionner aussi pour le cas que tu dis. Hein. Ça doit être sûrement très technique, mais ça doit fonctionner. Si. Ensuite, voilà, il se trouve, on tend vers une analyse avec un cusp. Bon, ensuite, bon, quand même, hein, des singularités coniques qui tendent vers un cusp, c'est quelque chose qui est classique. Il me semble qu'on devrait y arriver. S'il y a d'autres questions? Dans ce cas, je voudrais remercier encore Olivier pour une superbe présentation.